Bonsoir à toutes et à tous. On est très chaleureusement accueillis par le Cirque électrique et notamment par Lisa, Aurore, Hervé, Raki et toute l'équipe dans le cadre des 25 ans des éditions La Fabrique, et je vous remercie sincèrement d'être si nombreux et nombreuses. Je voulais vous signaler que donc, dans le cadre de ces 25 ans, il y aura toute une série de rencontres tout au long de l'année 2023. La prochaine, ce sera notamment jeudi 16 février à 19h30, Beauf et Barbare, le Paris du Nou avec Ouria Boutelja et les Twitchers Dany et Raz. En mars, dimanche 12 mars à 17h, l'État militaro-sécuritaire avec Mathieu Rigouste et Claude Serfati. De nombreuses rencontres dont vous pouvez retrouver le détail sur le site de La Fabrique, notamment. Aujourd'hui, donc pour cette première rencontre de janvier, nous sommes là pour le livre de Nicolas da Silva, La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, qui est paru tout récemment donc, aux éditions La Fabrique. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite rentrer dans le vif du sujet en donnant la parole à Bernard Friot, qui est juste là. Ensuite, ce sera à toi de déplier ton propos. Et bien sûr, il y aura un temps consacré aux questions. Je passerai dans la salle, je prendrai quelques questions, on viendra vers la tribune. Voilà, écoutez, bon après-midi à tous et à toutes. C'est donc moi qui démarre, et pas l'auteur. Et d'ailleurs, je ne vais pas beaucoup parler de son bouquin parce que il en parlera beaucoup mieux que moi d'une part, et d'autre part, il faut que les bouquins se vendent. Et donc, il ne faut pas trop en dire si on veut qu'ils se vendent aussi à la sortie, c'est évident. Moi, l'extrême intérêt que j'ai trouvé à cet ouvrage, dont il avait eu vraiment l'amitié de me demander d'écrire la préface, c'est qu'il nous décile complètement sur notre amour de l'État social. Nous avons, vis-à-vis de l'État social, une espèce de haute considération avec des prestations sociales gérées par cet État, qui est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, enfin, etc., etc. Or, ce que montre Nicolas da Silva, c'est que l'État social est un adversaire en réalité. D'ailleurs, on l'a bien vu en matière de régime général de sécurité sociale. Hein. C'est un adversaire de quoi? C'est un adversaire de l'autonomie des travailleurs. Et lorsque les communistes un peu tout seuls, hein, à la CGT, en 1946, au moment où les socialistes et les trotskistes préparent Force ouvrière, et donc pas grand-chose à faire avec le régime général, au moment où donc les communistes construisent le régime général contre la sécurité sociale patronale, qui est omniprésente. Hein. En 1945, il ne se crée rien en matière de sécurité sociale, tout est là, vous avez plus de 1000 caisses de sécu, vous avez 70 000 salariés dans ces caisses, enfin c'est une institution extrêmement vivante, qui a été d'ailleurs fortement assumée par Vichy, État social par excellence. Et ce qui va se passer en 1946 date complètement oubliée, on ne parle que de 1945 hein, en matière de sécu. Ce qui va se passer en 1946, c'est une subversion de la sécurité sociale patronale par des travailleurs qui se posent en autonomie. Et c'est ça qui est absolument central. Hein. Nous avons une institution jusqu'ici patronale qui va être gérée par les travailleurs eux-mêmes, qui, dès 1947, gère l'équivalent du tiers de la masse salariale, de la moitié du budget de l'État, et en 1960, on gère plus que le budget de l'État, et qui sont très fiers de ce rôle proprement économique. Hein. Quand on regarde les archives de la CGT, les textes de la CGT des années 46-47, c'est une très grande fierté hein, d'avoir pu subvertir une institution qui était là, ce que, par exemple, l'Obamacare a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y avait des régimes d'entreprise. C'est beaucoup plus difficile de faire un régime unifié à partir de régimes d'entreprise qui existent et pour lesquels les patrons et les salariés sont arc-boutés sur le maintien des régimes, que de le faire à partir de rien. Or, précisément, en 1945, tout est là. Il y a des régimes d'entreprise, des régimes de branche, des régimes, etc. Et donc, la subversion que font les communistes en 1946 pour
unifié dans un régime, alors pas totalement unique, mais enfin quand même massivement unique. Toutes ces caisses se fait en se confrontant à la résistance de travailleurs qui ont leur propre régime, en se confrontant à la résistance des salariés de ces caisses. Il faut voir le travail énorme qui a été fourni et qui a été fourni parce qu'il y a eu un surgissement populaire. La présence de ministres communistes était importante, que Ambroise Croizat a été ministre du Travail n'est pas du tout anecdotique, bien sûr, hein, mais il n'aurait rien pu faire s'il n'y avait pas eu un mouvement populaire dont le film de Gilles Perret, La Sociale, rend un petit peu compte, mais pas totalement. Un enthousiasme populaire, une mobilisation autour de quelque chose qui ne consiste pas à protester, mais qui consiste à s'emparer d'une institution patronale pour la subvertir et d'en faire une institution de classe. Et cette gestion par les travailleurs eux-mêmes, qui va être supprimée en 1967, va être l'occasion de conquêtes ultérieures extrêmement importantes, comme la mise en place d'une sécurité sociale du soin sur un mode communiste, enfin sans un peu le marché des capitaux, avec des travailleurs qui ont un salaire à la qualification personnelle, etc. Et cette autonomie ouvrière, c'est ça l'adversaire pour la classe dirigeante. Et son outil pour la vaincre, c'est l'État, l'État social. Et pour s'agissant du régime général de sécurité sociale, la destruction de ce qu'on appelait, de la destruction de la gestion ouvrière, s'est faite sous l'égide de l'État, De Gaulle d'abord, qui, dès son retour au pouvoir en 1960, faute de réussir à supprimer les élections, qu'il devra quand même faire avec retard en 62, elles auraient dû avoir lieu en 60, mais fait dans des décrets de mai 60, un changement du poids relatif des directions et des conseils d'administration. Les directions sont toujours élues, donc des directions élues, c'est intéressant quand même, hein, mais qui avaient jusqu'ici un pouvoir limité. Les conseils d'administration, faits pour 3/4 de salariés élus, avaient un pouvoir général. Il inverse proposition de pouvoir général pour les directions, de pouvoir limité pour les conseils d'administration, puis il crée cette institution de Saint-Étienne, à l'école supérieure de la sécurité sociale, qui va former des cadres exonérés de tout comportement démocratique, hein, avec des cours qui portent uniquement sur le management, la gestion. Et donc la deuxième étape, c'est en 67 la suppression des élections, le paritarisme, et paritarisme ça veut dire patronal, parce qu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et puis la troisième étape, c'est Juppé, qui en 95, 96, 97 va achever l'étatisation du dispositif avec la loi de finances de sécurité sociale, avec les GOP, enfin avec toute une série de dispositifs qui ôtent tout pouvoir aux travailleurs dans la gestion de ce régime général. Donc, le bouquin de Nicolas ne fait pas que ça, hein. Il reprend alors 2 siècles d'histoire du système de santé. Hein. La Sécu, il reprend la façon classique de parler de la Sécu, c'est-à-dire la santé. La Sécu, c'est aussi la retraite, les allocations, etc. Mais en fait, il prend la santé. 2 siècles d'histoire du système de santé, depuis la Révolution française. Toute cette histoire-là, il mobilise pour ça une bibliographie considérable, et donc c'est extrêmement utile de lire ce livre, ça dispense d'en lire beaucoup d'autres, et c'est tout à fait remarquable. Mais ce que je voudrais, moi maintenant, montrer, parce qu'il dira beaucoup mieux que moi ce sur quoi il insiste dans son bouquin, au-delà ou plus en détail que ce que je viens de dire sur cette confrontation entre autonomie des travailleurs et État social, comme cœur de la lutte de classe, je voudrais faire la même réflexion sur un thème qu'il n'aborde pas, mais qui est d'actualité, qui est les retraites. En quoi le cœur de la réforme des retraites, c'est la question de l'autonomie des travailleurs.
et pas celle de, je sais pas quoi, de faire un partage de la valeur ajoutée au bénéfice du capital en réduisant la part qui va au salaire, ou, etc., etc. Tout ça, c'est pas faux, bien sûr, hein, mais c'est assez accessoire dans l'ambition de nos adversaires. Ce à quoi ils veulent s'attaquer, c'est à une expérience sociale absolument énorme. Depuis 50 ans, alors que c'était pratiquement inexistant encore à la fin des années 60, hein, la retraite ne concernait que les cadres et les fonctionnaires. Au régime général de retraite, il y avait 4 millions d'adhérents, enfin 4 millions de retraités, pardon. Aujourd'hui, il y en a 15 millions au régime général, pour des pensions qui sont très supérieures à ce qu'elles étaient il y a 50 ans. Enfin, nous avons une situation tout à fait neuve qui a été créée lors de la subversion communiste de 1946, de travailleurs qui sont payés alors qu'ils n'ont pas d'emploi, qui ont du salaire, hein, pas le différé de leur cotisation. Le différé de la cotisation, le j'ai cotisé, j'ai droit, là on est dans la logique capitaliste. La logique capitaliste, c'est le salaire doit être suspendu à une activité validée comme productive par la bourgeoisie capitaliste. S'il n'y a pas activité validée comme productive, il n'y a pas salaire. Le salaire, c'est le résultat d'un travail préalable. C'est ce qu'on appelle la valeur travail. Il faut travailler pour mériter de gagner sa vie. C'est un grand mérite. Gagner sa vie, c'est un grand mérite. Ce que vont faire les communistes en 1946, c'est de subvertir complètement un dispositif d'assurance vieillesse qui était tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand on est dans l'emploi, quand on mérite son salaire par son travail, eh bien on ne dépense pas tout, on en met une partie au pot commun, on est solidaire de ceux qui sont en retraite, en assurant par des cotisations le financement de leur retraite. Et par un juste retour des choses, lorsque l'on devient soi-même sans emploi, parce que en retraite, eh bien on a droit, non pas à ses propres cotisations, puisque on est en répartition et qu'elles ont été utilisées pour financer les pensions au fur et à mesure de qu'elles ont été émises, mais l'équivalent, disons, à travers les cotisations des actifs actuels, de celles que les travailleurs ont mis au pot commun lorsqu'ils étaient eux-mêmes actifs. Ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle, qui est le cœur de la façon dont l'État social, précisément, nous raconte cette affaire. Nous sommes là au cœur de la logique capitaliste. On a droit au salaire qu'à la mesure de sa soumission à la bourgeoisie, puisque le travail qu'on va faire, ce n'est pas nous qui en décidons. L'emploi que nous allons tenir, ce n'est pas nous qui décidons de sa localisation, de qui il tiendra d'ailleurs. Nous sommes embauchés, mais nous sommes licenciables. Et le contenu même de ce travail, il est largement peu maîtrisé par ceux qui le font. La décision d'investissement ne leur appartient pas, enfin, etc. Nous sommes là dans une soumission au travail tel que la bourgeoisie en a le monopole, et cette soumission s'exprime dans le fait que nous ne sommes payés qu'à la mesure de ce travail qui nous est imposé. Qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie dans une telle logique, encore une fois? C'est le fait de prévoir en quelque sorte ces moments de non-emploi par des cotisations à l'assurance chômage ou par des cotisations à l'assurance vieillesse. Et lorsque l'on est en retraite, eh bien, on
bénéficient, à travers les cotisations des actifs actuels, du différé de nos cotisations. Le salaire différé. Ça, c'est la forme capitaliste. Et c'est une forme en répartition, j'insiste. En aucun cas, la bataille sur les retraites ne porte sur capitalisation contre répartition. La capitalisation, c'est peanuts, c'est 3% des retraites. Le patronat s'en fout, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est d'imposer une répartition capitaliste contre la répartition communiste. C'est quoi la répartition communiste telle qu'elle se met en place en 1946? C'est précisément une répartition qui assure l'autonomie des personnes vis-à-vis de l'emploi. Le geste fabuleux que fait Croizat en 1946, en août 1946, en matière de retraite, c'est de poser le droit au salaire des retraités, pas le droit au différé de leur cotisation. Vous ne savez peut-être pas, parce qu'hélas, tout ça n'est pas très enseigné, ou quand il l'est, c'est de façon tellement défectueuse que... Écoutez, encore en octobre, sur la fable, il était une fois, le CNR, des communistes aux gaullistes, le patronat étant déconsidéré par la cotisation, par la collaboration, le Parti communiste était en 30% des voix, la CGT 5 millions d'adhérents, en 1945 on va pouvoir opérer une nouvelle répartition de la valeur au bénéfice de la solidarité, etc., etc., etc. Le témoignage de cette fable qui nous a indéfiniment raconté, c'est encore en octobre, 75 ans plus tard, c'est en octobre 2020, à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, c'est-à-dire là où De Gaulle a institué la fin de la démocratie dans les conseils, en mettant en avant des directions totalement bureaucratiques. À Saint-Étienne, vous avez tous les syndicats et des tas d'associations, des partis politiques qui fêtent les 75 ans de la Sécu. Autant fêter la Commune par une messe au Sacré-Cœur. Nous sommes là dans une imposture intellectuelle, mais qui sert à quelque chose, encore une fois, à nous raconter le grand mythe de l'État social. Donc, le geste fabuleux que va faire Croizat en 1946, c'est de ne tenir aucun compte des cotisations. Aucun. Et aujourd'hui encore, hélas, on l'apprend quand aux auditoires en général quand on le dit, aucun compte n'est tenu des cotisations dans le calcul des pensions pour les 3/4 des pensions, enfin celles qui ont été justement complètement subverties par les communistes en 1946. Aucun compte n'est tenu des cotisations en matière de pension du régime des fonctionnaires, bien sûr, des régimes des salariés à statut, EDF, GDF ou SNCF, etc. Mais aucun compte n'est tenu des cotisations dans le régime général. Aucun. Sur les 340 milliards de prestations de pension actuellement, vous en avez 250 qui sont calculés sans tenir compte des cotisations. Ce n'est pas du tout j'ai cotisé, j'ai droit. Ce n'est pas du salaire différé. Ce n'est pas l'emploi. Ce n'est pas le travail qu'il a fourni qui donne droit au salaire du retraité. C'est une mutation, une mutation qui démarre, parce que je vais tout de suite ajouter un bémol à ce que je raconte. Hein. Il y a un bémol assez important. Mais c'est une mutation du statut du travailleur, non pas celui qui a des droits au titre de sa subordination au travail dont la bourgeoisie a le monopole, mais celui qui a des droits en tant que personne, Ce qui se passe quand un salarié du régime général prend sa retraite, c'est que c'était son poste qui était le support de ses droits. Il avait des droits au titre de son poste de travail. Son salaire était lié à la qualification de son poste. Et le jour où il prend sa retraite, la qualification passe du poste à la personne. C'est sa personne qui est qualifiée. Et qu'il est à vie, quoi qu'il fasse. Il est payé, quoi qu'il fasse. Alors le bémol, c'est que le calcul de la pension, c'est deux choses. C'est le salaire de référence. Alors les 10 dernières années en 1946,
dans la fonction publique les 6 derniers mois, hein, mais dans l'esprit de Croizat, il s'agissait de passer progressivement aux 6 derniers mois dans le privé comme dans le public. Mais il y a aussi une deuxième condition qui est une carrière validée. Donc cette idée capitaliste que le salaire, ça se mérite par du travail, que le salaire, c'est un résultat du travail, qu'il faut d'abord travailler pour avoir droit au salaire, elle subsiste, vous voyez. Parce que les conquêtes se font pas en un jour, c'est évident. Et même si vous lisez les textes de Croizat, il ne vous raconte pas ce que je vous raconte. Il pose un acte révolutionnaire avec de vieilles idées en disant on va supprimer la misère des vieux. Ben oui, supprimons la misère des vieux, bien sûr. Mais le cœur auquel va s'attaquer alors là avec une férocité absolue la classe dirigeante, c'est le fait d'attribuer du salaire à la personne. Et dès 1947, la riposte patronale arrive foudroyante. Ces prétendus patrons complètement... c'est ce qui reste ou ce qui est déjà passé? C'est ce qui reste. C'est ce qui reste, bon, d'accord. 10 minutes, bon. Il a raison, hein, parce que... il me connaît. Hein. Donc, mais du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de raconter, vous allez me le dire. C'était super important. Oui, mais qu'est-ce qui était super important? La riposte des patrons, mais bien sûr. Elle arrive dès 1947. Les patrons des faits. Voilà, prétendument des faits. Dès 1947, ils vont profiter de ce qui va devenir le fonds de commerce de Force ouvrière. La Force ouvrière, ce sera l'adversaire déterminé de la CGT et des travailleurs jusque dans les années 90. En 90, c'est la CFDT qui y succède. Et le fonds de commerce en matière de retraite de Force ouvrière, ça va être les régimes complémentaires. Et pour cela, il faut qu'il y ait un plafond. Alors, je m'explique sur ce point. Un plafond que FO va défendre mordicus, alors que la CGT se bat pour sa suppression. Le plafond des assurances sociales de 1930 était un plafond d'affiliation, c'est-à-dire que les assurances sociales de 1930 étaient une espèce d'anticipation de ce qui sera ensuite le régime général de sécurité sociale, mais subversion, par subversion des assurances sociales, ne concernaient que les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond. Au-delà des salariés qu'on appelait des collaborateurs, qui étaient ingénieurs, employés supérieurs, enfin, etc. Des collaborateurs dont il faudra changer à toute vitesse le nom en 1945. Hein. Il va y avoir une invention sémantique tout à fait passionnante en 1945, comment ne plus appeler les collaborateurs collaborateurs, et on va les appeler les cadres, donc c'est la seule langue française, la seule langue qui utilise ce mot, c'est le français, parce que c'est aussi un pays qui a quand même massivement collaboré. Et donc, les cadres, en 1946, intègrent le régime général. C'est une très grande victoire. Hein. Ils étaient jusque-là hors régime des assurances sociales. Ils avaient des régimes d'entreprise, des régimes propres. Ils intègrent le régime général, mais dans la limite du plafond. Hein. Le plafond d'affiliation devient un plafond de cotisation, contre quoi la CGT se bat, évidemment. Pourquoi? Parce que le plafond de cotisation génère un espace. Si vous ne cotisez, si vous avez un salaire, je ne sais pas de quoi, de 1 500 €, enfin on va dire un salaire supérieur, vous avez un salaire de 4 000 € et que le plafond est à 1 500 €, bien, vous n'aurez de pension qu'au prorata des 1 500 € du plafond de cotisation. Et donc votre pension sera extrêmement éloignée de votre salaire. Et donc, profitant de l'existence d'un plafond, qui montre que la CGT n'est pas totalement victorieuse, hein, en 1945, dans les ordonnances de 1945, elle est même assez largement défaite, hein, le patronat va créer pour les cadres, et ensuite, avec Force ouvrière, pour l'ensemble des salariés du privé, la GIRC, en 1947, et dans les années 50-60, l'ARCO. Or, la GIRC-ARCO sont des dispositifs totalement capitalistes. C'est en répartition, bien sûr, comme tous les dispositifs capitalistes. Le seul pays dans lequel la capitalisation a une place importante, presque la moitié des pensions, c'est la Suisse. Enfin, la Suisse, c'est la Suisse.
Aucun pays au monde ne finance la retraite en capitalisation. Dans toute l'Europe, à 26, je ne sais plus combien on est à 10% de capitalisation. En France, on est à 3%. Donc l'enjeu pour la classe dirigeante, ce n'est pas de passer à la capitalisation. C'est encore une fois de faire une répartition capitaliste. J'ai cotisé, j'ai droit. Alors que la répartition communiste, c'est nous dissocions le salaire de l'emploi. Nous l'attribuons à la personne. Et évidemment, ce que le patronat a créé en 1947, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Les régimes par points, ceux-là même qui servent de modèle à la réforme, non pas depuis Macron, mais depuis 1987, depuis 35 ans de réforme, tout le modèle, c'est de passer du droit au salaire des retraités au droit à un revenu différé de leur cotisation. D'où toute l'emphase mise sur la carrière, enfin, etc., l'effondrement du salaire de référence. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce cœur du débat-là est absent du discours syndical, absent du discours des opposants. Tellement la question de l'autonomie des travailleurs, pour le moment, est encore un impensé de l'action collective. Je suis un admirateur, mais absolu, de ce que la CGT a pu créer en matière de droits des travailleurs. La mutation du salaire qu'elle a opérée, c'est prodigieux. En revanche, sur la souveraineté sur le travail, rien. De temps en temps, des petits trucs, mais rien. Or, comment voulez-vous faire face à l'urgence écologique si nous ne sommes pas souverains sur le travail? Donc, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir posé au cœur de la bataille de la Sécu la question de la souveraineté des travailleurs. Eh bien, merci Bernard. Il est super fort, Bernard. Franchement, merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci, je le redis, j'avais déjà eu l'occasion de le dire publiquement. Merci pour la préface. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier les gens qui nous accueillent, c'est très important. Et puisqu'on parle de travail, de collectif de travail, je voudrais aussi même dire un mot de l'université et de mon laboratoire, où il y a des gens absolument incroyables. Souvent, plus souvent des précaires que des titulaires. Donc j'invite mes amis et collègues titulaires à se bouger un peu plus, pour ceux qui ne le font pas. En tout cas, voilà, un mot pour cet endroit, l'université incroyable. J'espère qu'on va se battre pour améliorer les conditions de tout le monde. Et aussi un mot, puisque moi c'est en fait mon premier livre, et j'ai eu l'occasion de découvrir plein de librairies, des gens aussi absolument incroyables qui organisent des discussions, qui organisent des rencontres avec des gens qui ne se rencontrent pas, ne se rencontrent plus. Et donc, c'est des lieux que j'ai découverts, et je voulais remercier ceux qui m'ont invité, et où j'ai pu aller, et puis bien sûr tous les autres où j'ai pas pu aller, etc., etc. Je voudrais donc maintenant revenir peut-être en arrière, ou en tout cas changer un peu la façon dont la question se pose, puisque Bernard l'a bien dit, pour moi l'enjeu c'était de distinguer l'état social de l'auto-organisation des travailleurs, que j'appelle dans le livre la sociale. Bernard l'a présenté un peu comme un résultat, et donc il est parti dans sa démonstration comme un résultat. Pour moi, ce n'est pas un résultat. Pour moi, c'est le résultat de mon travail que j'essaie de présenter dans le livre. Donc moi, mon point de départ, ce n'est pas d'arriver en disant « je vais distinguer ça et ça ». Moi, c'est quelque chose que j'apprends dans le processus de réflexion sur la construction du système de santé. Parce que la façon dont j'entame mes réflexions, qui vont contribuer donc à nourrir cet ouvrage, c'est une question qui est très naïve. Et je pense qu'elle peut en rassembler beaucoup d'entre nous. Alors évidemment, Bernard, tu rassembles immensément d'entre nous. Mais une question, à mon avis, qu'on se pose tous, quel que soit l'endroit d'où on vient, c'est finalement, mais comment ils ont fait en 1945 pour 45-46, on viendra dans la discussion après là-dessus, hein, sur la différence. Mais comment est-ce qu'on fait en 1945
pour imposer cette chose-là. Parce que si on réfléchit 2 secondes, moi, comme vous, j'imagine, j'ai grandi dans un contexte intellectuel, médiatique, académique à l'université, où finalement la sécurité sociale c'est génial, mais il y a des charges sociales qui pèsent sur les entreprises. Elles ont une compétitivité du coup qui est problématique dans la concurrence internationale, et finalement la sécu c'est vachement bien, mais on ne peut plus se la payer. Et donc je grandis, alors évidemment médiatiquement c'est encore pire parce qu'on va aller encore plus durement contre les principes de la sécu en disant oui mais en plus il y a de la fraude, il y a des abus, et tout ça fait que finalement la sécu c'est vachement bien, c'est une bonne idée. Mais si on veut la sauver, il faut la réformer. Moi j'ai grandi comme ça, en me disant mais oui c'est vachement bien, mais c'est vrai que bon voilà. Et donc c'est vraiment ce contexte intellectuel de formation avec lequel je pars, mais progressivement, notamment quand je deviens fonctionnaire et que je deviens salarié à vie, je me pose d'autres questions, et je me pose une question qui est très naïve. Pourquoi aujourd'hui, finalement, alors qu'on n'a jamais été aussi riche, historiquement, hein, on va voir ce que nous donne la crise présente, hein, pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas étendre la sécurité sociale pour tout le monde, mais aussi pour ceux qui en ont le plus besoin? Pourquoi on ne pourrait pas l'étendre alors qu'on n'a jamais été aussi riche? Et pourtant, cette institution dont on nous parle et à laquelle on est tous particulièrement attachés, elle est née en 1945. Et 1945, c'est quoi? 1945, c'est la fin de la guerre. C'est un moment de paupérisation extrêmement important. Il y a des destructions, on sort appauvri de la guerre plutôt qu'enrichi. Les gens mangent avec des tickets de rationnement jusqu'en 1949. La situation n'est pas bonne. Et pourtant, et c'est ça la question naïve, ils font la sécu. Elle n'était pas moins nécessaire en 1939, avant le début de la guerre, et ils la font en 1945. Comment on explique ça? Comment on explique que quelque chose qui est impossible devient possible? Et en fait, on peut se poser la question pour les jours présents. En 2018, rappelez-vous, notre président, cher président Emmanuel Macron, qui est en tournée à l'hôpital de Caen, qui croise une infirmière ou une aide-soignante, je ne sais plus, qui lui dit « Mais vous vous rendez bien compte, on n'a pas les moyens de travailler ici, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de matériel, etc. » Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Il n'y a pas d'argent magique. » Alors on se dit « Bon, ouais, bah, peut-être qu'il n'y a pas d'argent magique. » Et pourtant, 2020, en plein confinement, on arrête l'économie. Donc moins de rentrées, moins de ressources, moins d'impôts, moins de cotisations pour la sécurité, et plus de dépenses, parce qu'on va étendre les droits en, par exemple, remboursant les vaccins, en augmentant les professionnels de santé avec le Ségur de la santé. Évidemment, la politique menée à ce moment-là est très contestable par plein d'aspects, mais on voit bien qu'il y a moins de ressources, et pourtant, il y a plus de dépenses. Donc, où est passée cette idée d'argent magique? On voit bien qu'il y a des conditions politiques, des conditions historiques qui font que ce qui était impossible devient possible. Et moi, c'est cette question que je me pose. Finalement, il s'agit de transformer la fameuse question « que faire » en « mais comment ils ont fait ?» C'est ça la question. Mais comment ils ont réussi à faire ça? Aujourd'hui, nous, on serait incapables de le faire. Alors qu'eux étaient dans une situation bien pire que la nôtre. Et ils ont réussi à construire cette institution incroyable. Et le résultat des recherches, en m'interrogeant sur toutes les grandes étapes de construction du système de santé, c'est de bien voir que justement, l'État social n'a jamais été un allié des politiques sociales. Elles ont été imposées par les travailleurs auto-organisés. Et alors, comment je vois ça? Eh bien, je vois ça en regardant, en repérant historiquement plusieurs grands moments de construction de la protection sociale. Et une des choses qui est absolument incroyable, c'est que le débat public qu'on a aujourd'hui, il est quasiment intemporel. Les questions qu'on se pose aujourd'hui de savoir, mais finalement, si on fait une protection sociale généreuse, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes de compétitivité internationale? Est-ce que ça ne va pas inciter à la fraude des assurés, à la paresse, etc. etc. En fait, c'est des questions qui sont complètement intemporelles. Et c'est le point de départ du bouquin, dès la Révolution française, pour des raisons précises, hein, je commence à la Révolution française, on se pose la question de savoir s'il ne faut pas mettre en place un État social, une forme de protection sociale publique obligatoire. Alors pourquoi c'est à ce moment-là que commence le bouquin? Pour une raison assez simple, parce qu'à ce moment-là, on arrive au bout d'un processus qui voit les institutions féodales habituellement chargées de s'occuper du soin s'effondrer. C'est l'Église, principalement l'Église, avec le passage progressif
du féodalisme au capitalisme, eh bien, cette institution, l'Église, s'effondre. Elle s'effondre en particulier à la Révolution française, où elle perd tous ses biens, elle perd le bénéfice de la dîme, et donc l'Église, qui s'occupait principalement de l'hôpital, ne peut plus le faire. Et donc on se pose la question, c'est une des nombreuses questions qu'on se pose, et que se posent les révolutionnaires, mais c'est du coup, mais si c'est plus l'Église qui le fait, comment on va faire en sorte pour prendre en charge les plus pauvres d'entre nous, ceux qui en ont le plus besoin, etc., etc. Et se pose déjà la question de l'État, d'une façon extrêmement contemporaine. Est-ce que l'État doit mettre en place une politique sociale obligatoire? Et en particulier pour la santé, on se pose la question, est-ce que dans chaque département, est-ce que dans chaque canton, il ne doit pas y avoir un officier de santé appointé par des deniers publics avec le droit de donner à des gens malades de la nourriture ou éventuellement des médicaments? Donc il y a une réflexion qui est extrêmement avancée. Et des réflexions critiques aussi extrêmement avancées. Et tout de suite, on va dire quoi? Et ce sera la solution qui sera prise en fin de révolution. On va dire, oui, mais si on fait ça, alors on va inciter à la paresse. On va nuire à la libre prévoyance. Et en fait, sortant de cette période révolutionnaire, on a un paradoxe incroyable. L'Église qui s'occupait de la charité se retrouve extrêmement affaiblie. Elle reste encore très puissante, mais par rapport à la situation précédente, elle est extrêmement affaiblie. Et on a la masse de la population, travailleuse, ouvrière ou agricole, qui a besoin de soins, et d'autant plus besoin de soins que les façons de travailler évoluent, avec l'industrialisation notamment. Et quelle réponse elle a? D'un côté, elle a le patronat, le capital, qui refuse évidemment de remettre en cause sa façon d'organiser le travail dans les entreprises, dans les fabriques. Et de l'autre côté, il y a un État qui refuse de mettre en place une politique sociale ambitieuse. Et donc c'est bien pris dans cet étau entre l'État et le capital que les premières institutions autogérées de protection sociale vont se développer. Ces institutions, à cette époque-là, c'est les sociétés de secours mutuels. Je pense que ça, c'est quand même un résultat qui, moi, m'a beaucoup surpris et qu'il faut avoir en tête. Un refus de l'État, évidemment, et un refus du capital. Donc les gens s'auto-organisent, pas parce qu'ils ont une meilleure théorie révolutionnaire, pas parce qu'ils ont plus réfléchi, pas parce qu'ils sont plus vertueux, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les représentants, l'État, ne veut pas mettre en place de politique sociale ambitieuse. Parce que le capital refuse qu'on remette en cause sa souveraineté sur l'organisation de la production. Et pourtant, déjà, encore une fois, même sur les questions de santé, les questions se posent de façon extrêmement contemporaine. On sait qu'on meurt au travail parce que ce sont les façons d'organiser le travail, les accidents du travail qui tuent de plus en plus des gens. Et pourtant, on refuse. L'État refuse de légiférer et il fait même pire. Il interdit l'auto-organisation des travailleurs, et donc ça, c'est des choses qui sont plus connues avec les décrets d'Allard, Chapelier, l'interdiction, donc qui interdit les organisations ouvrières. Les gens vont s'auto-organiser malgré la répression. Et dans ces sociétés de secours mutuels, ils vont commencer à développer des formes de sociabilité qui existaient un peu dans l'Ancien Régime, mais ils vont développer des formes de sociabilité pour s'entraider. On parle beaucoup d'entraide à cette époque-là, et alors évidemment, pour l'instant, il ne s'agit pas d'aller payer le médecin, parce que ça coûte très cher, il n'y en a pas beaucoup, et ils ne soignent pas très bien, mais on va s'entraider, pourquoi? Pour payer par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui les indemnités journalières, c'est-à-dire que quand on est malade, eh ben, à cette époque-là, on n'est pas payé, et si on n'est pas payé, on ne mange pas. Donc pour s'entraider d'un point de vue financier, pour s'entraider lorsqu'il y a un camarade qui meurt, et donc lui payer ses funérailles, donc au début, c'est des formes de sociabilité très faibles, mais qui sont aussi un lieu de subversion de l'État et du capital, parce qu'on se rend bien compte que le monde tel qu'il va n'est plus acceptable. Et donc, malgré les interdits, on utilise ces sociétés de secours mutuels comme des petits comités de lutte, comme des syndicats avant l'heure, qui seront autorisés, légalisés par l'État uniquement à la fin du siècle. Donc, c'est ça que j'appelle dans le bouquin la sociale. Alors, il ne s'agit pas de faire un néologisme pour le plaisir, hein. C'est simplement l'idée de dire qu'il y a une auto-organisation qui se fait contre l'État et contre les capitales, par nécessité. Et alors, qu'est-ce qui va se passer progressivement? C'est qu'évidemment, ces mutuelles vont se développer, elles vont avoir une forme qui est ambivalente. Même l'État va se poser la question de savoir, mais finalement, est-ce que je ne peux pas récupérer ce truc-là? Et pour aller un peu vite, justement, ça, je pense que c'est un résultat, à mon avis, assez intéressant que je soumets à votre jugement. Hein. Ce que fait l'État, il ne fait pas que réprimer les gens qui s'auto-organisent, il essaie de se réapproprier les institutions du mouvement social. Il va se les réapproprier pour en vider une partie du sens.
pour en vider une partie de la subversion. Et ça va être sous l'Empire en 1852, avec un décret impérial qui va enfin légaliser les mutuelles, mais sous deux statuts différents. Un statut de mutuelle approuvé, c'est-à-dire approuvé par les autorités d'Empire, et un statut de mutuelle autorisé, c'est-à-dire qu'elles ont simplement le droit d'exister. Et alors la différence est très importante, puisque les mutuelles approuvées par l'Empire, elles ont droit à beaucoup d'avantages financiers et matériels en échange d'un contrôle politique. Dans ces mutuelles, le directeur, ce sera soit le maire, soit le curé. Dans ces mutuelles, il va y avoir un grand nombre de membres honoraires. Qu'est-ce que c'est? C'est des notables qui donnent de l'argent sans pour autant recevoir des prestations, simplement pour contrôler politiquement ce qui se passe dans ces mutuelles, qui peuvent être des comités de lutte. Et donc, c'est déjà le langage de l'incitation contre le contrôle politique. Et alors, étonnamment ou pas, le statut des mutuelles approuvées, au début, pas approuvé, mais autorisé et plébiscité. Qu'est-ce que c'est que ce statut des mutuelles autorisé? C'est simplement la possibilité de faire une mutuelle, mais sans absolument aucun avantage, et même en pointant le regard de la préfecture sur les travailleurs qui s'auto-organisent. Et ils vont être de plus en plus, ceux-là, surveillés, parce qu'ils refusent le contrôle politique. Et on voit bien que la stratégie de l'État, ce n'est pas uniquement la répression, c'est aussi la réappropriation et la subversion politique des institutions ouvrières et des institutions du travail en général. Et c'est ce qui va se passer plus tard, j'y reviendrai, avec le régime général de 1945, il en a beaucoup parlé, Bernard. On crée une institution subversive de tout ce qui existe auparavant, et la première chose que va faire l'État, c'est pas du tout de faire des réformes économiques, c'est de récupérer le pouvoir politique. Et ça change tout, on va le voir. Alors ça, c'est ce qui se passe au 19e, et en fait, donc les gens s'auto-organisent, et à la fin du 19e siècle, on se rend compte que dans les statistiques publiques, l'État social n'existe toujours pas, puisqu'il lutte contre toutes ces formes d'auto-organisation. Quand est-ce que naît l'État social? L'État social naît avec les guerres, et les guerres totales de la Première et la Seconde Guerre mondiale. On a souvent cette idée que finalement l'État social va connaître une naissance progressive avec du consensus, du compromis, des débats. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a un sociologue qui s'appelle Numa Murad qui explique, il a une belle formule, qui dit que l'État social jusqu'en 1914, ça n'existe que dans les discours. Puisque toutes ces questions se posent, mais l'État ne veut pas mettre en place des politiques sociales en faveur des ouvriers. Et donc, quand on regarde les statistiques publiques, l'État social n'existe pas. Ce qui va forcer l'État à bouger, ce qui va forcer l'État à imposer des politiques sociales dont il ne voulait pas, c'est la guerre. Parce que la guerre va changer la façon même de penser et d'organiser la société. Donc là, je m'appuie sur plein de travaux plus ou moins récents, beaucoup récents, certains un peu plus anciens, en sciences sociales, qui expliquent... Définis la guerre totale. Ah oui, la guerre totale, pardon, merci Bernard. La guerre totale, c'est un type spécifique de guerre. Les guerres traditionnelles, ce sont des guerres qui sont localisées, qui sont faites de façon séparée par rapport au reste de la société. Les guerres totales, ce que les historiens, les politistes appellent la guerre totale, c'est un type particulier de guerre qui engage l'ensemble de la société. Le soldat, bien sûr, mais aussi le citoyen. Le cas archétype des guerres totales, c'est évidemment les guerres mondiales, puisque tout le monde est mobilisé à l'avant et à l'arrière. Et donc ça va changer complètement la façon de penser le social, et ça va construire des concepts comme l'unité nationale, etc., etc. Alors, quand on regarde concrètement dans le champ des politiques sociales, comment naissent ces politiques? Eh bien, elles naissent effectivement, les politiques sociales de l'État, dans le cadre de la préparation, de la conduite et des conséquences de la guerre. Alors, je donne un exemple sur la question de la préparation de la guerre. Les premières politiques qui sont destinées aux familles, donc pour l'accueil des enfants, pour le congé des mamans, elles sont très liées à des problématiques militaires. À la fin de la guerre avec l'Allemagne en 1870, alors il y a évidemment l'épisode de la Commune, j'y reviens pas ici, j'y reviens dans le bouquin, il y a une peur terrible de nos élites dirigeantes, c'est la prochaine guerre, et comment est-ce qu'on va faire pour gagner la prochaine guerre. Et une des thématiques très importantes du débat public, c'est la dépopulation. En fait, en France, il y a plus de naissances
et en France, il y a moins de naissances qu'en Allemagne. Et donc, vous avez des gens très importants, des ministres, des premiers ministres, qui disent « Mais comment on va faire pour gagner la prochaine guerre si en France, on a moins de soldats qu'en Allemagne ?» Et donc, les premières politiques destinées aux familles, elles vont naître dans ce contexte-là, en grande partie, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus d'enfants, parce que l'enfant, c'est le futur soldat. Et donc, il y a plein d'associations qui se développent à cette époque, notamment des associations créées par des soldats. Par exemple, le capitaine Simon Maire, qui explique que oui, il faut rendre aux mères le cadeau fabuleux qu'elles font à la nation, c'est-à-dire le soldat. Ça, je donne d'autres exemples, c'est la préparation. Donc, l'État social, il faut prendre ça en considération. L'État social, l'État, va s'intéresser à la politique sociale pour les jeunes enfants, pour les mamans. Pourquoi ? Parce qu'il y voit un intérêt, lequel ? Celui d'aller à la guerre. Donc on voit bien que l'État social ne vous veut pas du bien. Et c'est comme ça que naissent ces premières politiques sociales. À quel moment on va avoir une accélération de ces politiques sociales ? C'est bien évidemment au moment de la guerre. Quand la guerre est déclenchée, la place qu'occupe l'État dans l'économie va changer radicalement. Souvent, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris mes cours d'histoire quand j'étais au lycée, on apprend cette idée que finalement les guerres c'est des périodes particulières entre des moments de paix. C'est des parenthèses. Alors qu'en fait pas du tout. Les guerres, et en particulier les guerres totales qu'on connaît au début du XXe siècle, elles vont radicalement changer la façon de concevoir l'économie, alors qu'auparavant, il y avait cette objection libérale qui faisait que l'État ne voulait pas s'investir massivement dans l'économie. Désormais, comme il y a la guerre, on ne peut pas laisser faire le marché pour gagner une guerre. Et donc, il va falloir centraliser les ressources, centraliser les décisions, et ce qui était impossible va devenir possible. Par exemple, la création de l'impôt sur le revenu. On doit la création de l'impôt sur le revenu à la Première Guerre mondiale. L'impôt sur le revenu est en discussion en France depuis la naissance de la Troisième République. Et les députés parlent, et ils parlent beaucoup. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Mais à quel moment il va y avoir une accélération de l'histoire et à quel moment on va enfin mettre en place cet impôt sur le revenu ? C'est durant l'été 14. Au moment où commence la guerre, c'est à ce moment-là que va être mis en place l'impôt sur le revenu. Et donc tout un tas d'institutions qui sont structurantes pour l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elles naissent dans des moments de guerre. La guerre change le rapport entre l'État et l'économie et on a une centralisation, une mise au premier plan de l'État qui va devoir organiser les combats pour gagner. Donc je passe maintenant aux conséquences. Évidemment, je reviens beaucoup plus dans le détail dans le bouquin là-dessus. Mais ce qui va faire, du point de vue des politiques sociales, l'essentiel des dépenses de l'État social, c'est les conséquences de la guerre. Puisque quand on va à la guerre, évidemment, il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Et parmi ceux qui reviennent, il y a beaucoup de blessés. Il y a des veuves, il y a des orphelins. Il y a énormément de destruction. Eh bien, tout ça, ça a créé des conditions sociales absolument explosives. L'État ne peut pas rien faire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et il va mettre en place progressivement un grand nombre de politiques sociales qui étaient impensables auparavant pour garder la main sur l'ordre social. Et donc, c'est après la Première Guerre mondiale qu'on va réformer largement les pensions pour les veuves, qu'on va avoir une massification des pensions pour les mutilés de guerre, qu'on va avoir une réforme de la politique publique sur le logement. On ne faisait rien avant-guerre, on va être obligé d'en faire beaucoup plus maintenant parce qu'il n'y a plus de logements, ils ont tous été détruits. Et donc, l'État, en général, va être beaucoup plus présent dans l'économie, l'État social aussi. Et alors, ce qui est important d'avoir en tête, je pense, c'est justement de sortir de cette idée que l'État social a été une création du débat, du compromis, de la démocratie représentative, où on s'est tous mis d'accord un jour pour se dire que finalement tous ces pauvres, c'est pas bien. C'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, c'est la guerre totale qui a rendu obligatoire pour nos classes dirigeantes la mise en place de politiques sociales ambitieuses. Et encore, elles ont mis des politiques sociales, mais dans des conditions qui sont souvent très peu acceptables. Je pense par exemple aux politiques sociales d'après-guerre sur le handicap, où il y a des lois qui viennent favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs en situation de handicap, mais uniquement si le handicap est dû à la guerre, pas pour tous les travailleurs handicapés. Donc on voit bien la logique étatique qui est derrière la politique sociale. Donc souvent on dit, quand on a des discussions sur l'État, que oui c'est vrai, l'État
À une main droite, c'est l'armée, ça va être la police. Je vous invite d'ailleurs à regarder les bouquins de Serfati et de Paul Rocher à ce sujet. Mais l'État a aussi une main gauche. Et donc on ne peut pas jeter tout l'État, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben, en fait, la main gauche et la main droite, historiquement, sont inextricablement liées. Et pas pour l'intérêt de la majorité des travailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on peut dire de la naissance de l'État social. Et ce qui est incroyable, c'est cette opposition entre État social et la sociale. Elle va se rejouer, en particulier en France, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la Seconde Guerre mondiale en France, elle est très particulière. Parce qu'il y a un grand pôle, évidemment, collaborateur, avec l'État social, Vichy, mais il y a aussi une grande partie de la population qui résistait avant-guerre, qui va continuer à résister durant la guerre, et donc qui va avoir un poids considérable sur la façon dont on va organiser l'économie et la société au sortir de la guerre. Donc, la guerre en France, elle a ceci de particulier qu'il y a un pôle collaborateur et un pôle résistant, et donc que c'est très difficile pour tout un tas de militants, pour tout un tas de gens qui ont tout simplement souffert de la répression étatique avant la guerre, et même souvent après la guerre. Il faut beaucoup de temps, par exemple, pour libérer des militants communistes alors que la guerre est finie ou en passe de l'être. Eh bien, tous ces gens, quand on va leur dire maintenant l'État est revenu, et souvent avec une épuration finalement qui est très très faible, eh bien, ils ne vont pas l'accepter. Et donc il va y avoir une mobilisation dès au sortir de la guerre, dès la libération, contre les politiques étatiques. Et une manifestation de cela, ça va être la création du régime général dont a beaucoup parlé Bernard tout à l'heure. Le régime général en France, ce n'est pas une nationalisation de la politique sociale, au sens où c'est l'État qui va décider de politique sociale publique. C'est une socialisation, au sens où ce sont les travailleurs auto-organisés qui vont avoir le pouvoir sur cette protection sociale publique. Ce n'est pas l'État qui décide, c'est les travailleurs. Alors pas tout seul, avec plein de limites, et on pourra y revenir, mais il faut bien avoir ça en ligne de mire. Par exemple, à Renault, eux, ils vivent une nationalisation. Et les travailleurs de Renault, ils savent comme c'est dur cette nationalisation, puisqu'ils vont être tout de suite réprimés. Les travailleurs dans les entreprises nationalisées, en règle générale, ça ne va pas bien se passer pour eux. De toute façon, ce n'est pas eux qui décident, et l'État n'a pas forcément les mêmes vues que ce que pourraient avoir les travailleurs sur ces entreprises. Et donc, évidemment, là encore, il faut sortir de cette idée d'un grand compromis d'après-guerre, la réalité de l'après-guerre. Les raisons pour lesquelles on fait le régime général n'ont rien à voir avec le compromis, elles ont tout à voir avec le conflit. La première raison, tout simplement, c'est le conflit armé. L'état du débat, si on parlait de débat, l'état des connaissances, l'état de l'expertise est globalement le même en 1939 et en 1945. Donc on ne s'est pas plus mis d'accord parce qu'on a eu de meilleurs arguments en 1945 plutôt qu'en 1939. Donc la première raison pour laquelle la Sécu, la bataille de la Sécu, c'est quelque chose de conflictuel, c'est parce que ça vient après la guerre. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a une opposition absolument fondamentale sur la façon dont on va organiser cette sécurité sociale. Et je voudrais insister là-dessus, peut-être pour finir. L'enjeu, c'est pas l'argent. L'enjeu, en fait, l'enjeu principal des classes dirigeantes, c'est très rarement l'argent. On l'a vu au moment du confinement en 2020. Macron, il a sorti les sous. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il n'a pas donné le pouvoir aux travailleurs. Il n'a pas donné le pouvoir aux gens de décider quelle serait la bonne politique de santé. Il ne nous a même pas demandé notre avis. Les syndicats, les partis politiques ont été à peine consultés. En plus, on était sur régime alors je ne me rappelle plus comment ça se passe. C'est le Conseil des ministres qui était un conseil de guerre permanent. Je ne me rappelle plus le nom technique exactement. Le Conseil de défense sanitaire, merci. Donc où en fait, personne n'était au courant de rien. Mais il a sorti l'argent. Ce qu'il n'a pas autorisé, c'est une remise en cause du pouvoir de l'État social. Donc il y a une extension de l'État social. Eh bien, en 1945, c'est pareil. Souvent, Bernard polémique avec cette idée qu'il y a des gens qui disent, et c'est le débat public qui dit beaucoup, que c'était finalement un grand consensus après-guerre. En fait, quand on regarde les historiens, même les historiens sont d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de consensus après-guerre. S'il y a un consensus, à la limite, c'est sur le fait de dire qu'il faut étendre la protection sociale. Ça, c'est un consensus, c'est-à-dire donc plus d'argent, ok, mais c'est pas ça le problème. Là où il va y avoir, et là tout le monde le reconnaît, une conflictualité absolument acharnée,
c'est sur le contrôle politique de l'institution, le régime général. Puisque Bernard l'a dit, j'y reviens pas tout à l'heure, l'originalité du régime général, c'est le pouvoir qui est donné directement aux ouvriers. Et tout ça, eh bien, les maîtres d'avant-guerre n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlaient les institutions de la protection sociale auparavant. Le régime général, qui va être mis en place en 1946 par la CGT, parce que la CFTC ne veut pas participer, donc tout seul, les CGTistes vont mettre en place toutes les caisses au niveau local, régional et national. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'elles reprennent et qu'est-ce qu'elles subvertivent? Bon, vous avez compris, je suis un peu dyslexique. Elles reprennent... C'est gentil. Elles reprennent les assurances sociales de 1928-1930, qui concernaient les retraites et la santé, mais qui étaient dirigées par les mutualistes, et l'État en partie. Elles reprennent les caisses d'accident du travail de 1898, qui étaient dirigées par le patronat et les assureurs capitalistes, et les caisses d'allocation familiale, qui étaient dirigées essentiellement par le patronat. Donc ce régime général, il reprend tout ça, sauf qu'il vire les anciens maîtres qui dirigeaient ces politiques sociales, et qui les utilisaient pour évidemment monter les ouvriers les uns contre les autres, pour faire du dumping social, etc., etc. Et le régime général, évidemment, va avoir une opposition de tous ces gens-là. Opposition du patronat, qui veut avoir plus de place, opposition des mutualistes, qui sont complètement liquidés, ou presque, opposition des assureurs capitalistes qui avaient les accidents du travail, opposition du clergé, qui avait encore du poids dans de nombreuses caisses. Donc dès le début, et on pourrait même dire dès avant le début du régime général, il y a un grand vent d'opposition contre le fait que ce soit des ouvriers qui dirigent pour eux-mêmes leur caisse de sécurité sociale. Et donc il faut aussi se défaire de cette idée qu'il y a eu un grand consensus sur des politiques d'État social en 1945 et que, pas de chance, dans les années 70, il y a une crise pétrolière et dans les années 80, c'est le tournant néolibéral. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne se passe pas des choses à ce moment-là. Il s'agit surtout de dire que l'opposition, elle n'attend pas ce moment-là. L'opposition, elle commence tout de suite, dès avant 1945, je le disais, puisque, en fait, quand on commence à négocier, à discuter des ordonnances de 1945, de ce que deviendra le régime général, il y a des réunions qui sont organisées, notamment dans la commission Delépine, et dès ces commissions-là, on a des archives, on voit, où il y a une opposition acharnée à ce que cherche à faire la CGT. La CGT, en plus, elle est maligne, elle dit « moi je suis mutualiste, moi je veux bien garder le principe mutualiste, une personne, une voix, pour l'élection des caisses ». Sauf que, évidemment, une personne, une voix, c'est-à-dire que c'est les ouvriers qui dirigent tout. Et donc elle sera remise en cause, elle n'aura pas une personne, une voix, elle aura 3 quarts, 1 quart. Les patrons, qui sont que quelques-uns, auront 1 quart des sièges. Et encore, ce ne sera pas dans toutes les caisses. Parce que dès le début, et ça, Bernard le montre bien dans ses bouquins, dès le début, il y a des défaites. Il ne faut pas attendre le tournant des années 80. Et alors, je vais finir là-dessus. Quelle est la première chose que va chercher à faire l'État? Il va chercher à se réapproprier la Sécu. Et il ne va pas attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les années 80. Dès le début, il y a la production d'argumentaires contre le régime général, contre la sécurité sociale. 1949, j'en parle pas mal dans le bouquin, un premier débat pour se poser la question, mais finalement, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir une sécu? Surtout quand il y a des ouvriers japonais qui se nourrissent d'un bol de riz comme leurs ancêtres. Je reprends une citation d'un député de l'époque. Donc là, le truc de « ah oui, la compétitivité, la concurrence internationale », ça ne veut pas dire que c'est faux aujourd'hui, mais ça veut dire que c'est un argument de toujours. Parce que des bons arguments pour remettre en cause des institutions révolutionnaires, il y en a toujours. D'accord. Évidemment, les abus des assurés. 49, on est déjà là sur les abus des assurés. Les soins de santé, je parle de ce qui me concerne, sont à peine assurés en 49. En 49, l'État ouvre pas les vannes. L'État, il organise plus facilement la construction de cliniques que d'hôpitaux publics. Les médecins, on va parler des médecins, puisqu'en ce moment, il y a une grève des médecins libéraux, mais les médecins, ils refusent la Sécu, de toute façon, ils l'ont toujours refusé. Alors quand je dis les médecins, c'est la majorité des médecins, c'est ceux qui sont en position de décider, parce qu'il y a toujours eu aussi des médecins très militants qui se sont investis dans des centres de santé, qu'ils soient municipaux ou bien mutualistes. Mais l'immense majorité des médecins, en tout cas ceux qui sont représentés dans les institutions, sont contre la Sécu. Dès 1945, et il faut attendre les années 60 pour que le tarif devienne opposable. Donc l'opposition, elle est massive et dès le début. Il ne faut pas attendre les années 80. L'État
pour appliquer sa politique, qui n'est pas une politique contre le capital, mais qui est une politique avec le capital, la première chose qu'il va faire, ça ne va pas du tout être de faire des réformes économiques. Ça va être de faire des réformes dans l'ordre du pouvoir. Il va se réapproprier l'institution. La création de l'école de Saint-Étienne contre la FNOS, la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, qui est une invention de la sociale, des ouvriers qui s'auto-organisent. Ils ont plein de caisses, les ouvriers. Et ils disent, ça serait quand même bien qu'on s'organise pour savoir un peu ce qu'on va faire. Et ils créent cette institution, la FNOS, dans laquelle ils vont discuter de comment on va gérer les caisses, avec quel but, comment on va pouvoir s'organiser, comment on va se former. Ils vont publier un journal dont le nom m'échappe, tu le diras peut-être tout à l'heure. Saint-Étienne, le N3S, est construit contre ça. Plus tard, on va avoir 69, les ordonnances Jeannet, le fameux Jeannet, mais sous gouvernement de Gaulle, 67, le fameux de Gaulle qui est à l'origine de la création de la sécurité sociale. La première chose, évidemment tout ça est faux, hein, la première chose qu'il fait en 67, c'est le paritarisme. Il enlève le pouvoir, il enlève l'originalité du régime général de 45. Les ordonnances Juppé de 95. D'abord, il y a une reprise en main du pouvoir politique. Parce qu'on ne peut pas favoriser aussi facilement qu'on le veut la forme de protection sociale des élites, des classes dirigeantes, si elles n'ont pas le contrôle politique. Parce qu'il y a des ouvriers en face qui ne se laissent pas faire. Et donc c'est grâce à la reprise en main politique qu'il va être possible d'organiser une protection sociale qui existe telle qu'elle existe aujourd'hui, avec un État social très puissant, qui s'entend très bien avec un capital qui se développe avec l'industrie pharmaceutique, avec les cliniques, qui se développe avec les assureurs, avec les mutuelles. Et donc, plutôt que de voir une opposition entre l'État et le capital, il faut y voir une alliance. Et face à l'État et au capital, l'enjeu du livre, c'est d'essayer de dire que il faut faire revivre la sociale. Merci grandement, camarades, pour cette destruction vigoureuse du mythe de l'État social. Je vous propose de lever la main si vous avez quelques questions. Est-ce qu'il y a quelques questions? Je vous propose d'en prendre, je ne sais pas, un lot de quelques-unes, de revenir à la tribune, et puis on fait une deuxième tournée au besoin. Et ensuite, on peut aussi rester, boire des verres, parler de manière un peu plus conviviale. Je vous laisse lever la main, il y a bien des questions. Merci beaucoup à vous deux pour cette intervention très riche. Moi, je me suis procuré le livre il y a peut-être 2 semaines, mais de façon totalement fortuite. En fait, je me baladais dans une librairie et puis je suis interne en fait d'anesthésie et je suis avec mes camarades justement jeunes internes aussi. Et je voulais justement m'informer par rapport à tout ce concept de financement de la Sécu, etc. Parce que voilà, je pense que tout le monde sait aujourd'hui l'état de l'hôpital public en France. Et moi, depuis que j'ai fini mes études et que je travaille à l'hôpital, tous les jours, je déchante mais totalement des conditions de travail, des lits qu'on ferme. En ce moment, je suis en réanimation, on ferme des lits parce qu'il manque de personnel et compagnie. Enfin, je m'interroge beaucoup. Et je vous avoue que je suis même dans une optique de me dire pourquoi rester en France, pourquoi pas voir dans d'autres pays comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et vous, en fait, quel serait votre discours justement à des jeunes médecins comme nous ici qui avons envie d'être reconnaissantes aussi par rapport à ce que la France nous a donné? C'est ici qu'on a grandi, c'est ici qu'on a fait nos études, qu'on a fait tout notre cursus. Donc on a envie de soigner des gens finalement avec qui on a grandi, avec qui on a évolué. Mais à la fois, je vous dis clairement, moi personnellement en tout cas, je déchante de semaine en semaine, de mois en mois. Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à... Merci beaucoup. Merci à toi. J'arrive tout de suite. Attends, Bernard, je prends quelques questions. Comme ça, on en fait plusieurs. Vous pouvez prendre des petites notes et ensuite on répond. Bonjour, alors merci beaucoup Nicolas pour votre livre que j'ai dévoré, qui était absolument passionnant, un remarquable travail. 2 petites questions très rapides. La première, c'est vous parlez de l'auto-organisation des travailleurs. On lit pas souvent, ou on n'entend pas souvent décrire quel était le contenu concret de cette auto-organisation. Les travailleurs étaient élus. À quel travail ils étaient avant? Est-ce qu'ils arrêtaient leur travail pour faire des missions d'organisation de la sécurité sociale? Est-ce qu'ils étaient payés pour le faire? À quel genre de tâches? Ce serait intéressant, je pense, de donner un visage plus concret à cette auto-organisation dont on parle moins de manière concrète. La deuxième remarque, c'est un petit peu en rebond sur la question qui a été posée avant. J'ai absolument adoré votre dernier chapitre du livre
qui est assez corrosif sur ce qui s'est passé pendant la Covid. Je vous parlerai éventuellement après, si on peut se voir 5 minutes, d'un article que moi-même j'ai écrit sur le financement de l'hôpital. Et il me semble que on pourrait aller peut-être même encore plus loin que ce que vous faites, me semble-t-il, à propos des questions de financement, puisque vous dites finalement, et vous soulignez très bien notamment une question sur le trou de la Sécu, en disant finalement on nous parle du trou de la Sécu, mais en réalité vous remarquerez que quand les déficits s'accentuent, c'est à chaque fois dans des périodes économiques désastreuses, donc finalement c'est assez normal, l'économie va mal et donc les rentrées de la Sécu vont mal. J'ai envie de faire un pas de plus et qu'on fait grâce à Bernard Friot, me semble-t-il, c'est de dire que, parce que quand on en reste là, on reste quand même dans l'idée qu'il faut avoir produit des richesses ailleurs pour que la sécurité sociale soit financée. Or, me semble-t-il, ce que les travaux de Bernard Friot ont montré, c'est le contraire, c'est-à-dire que la sécurité sociale est financée par elle-même, c'est-à-dire que la production des soignants a une valeur monétaire et qu'elle est tout simplement écrite dans les cotisations sociales. Donc j'aurais envie de faire juste, j'aurais envie de dire, voilà, un pas de plus que ce que vous dites pour contester ce mythe du trou de la Sécu. Je veux bien prendre d'autres questions. Je veux bien ne pas être filmée du coup si c'est possible. Ouais. Merci pour vos interventions. J'avais une question un peu plus sur, je sais pas comment la formuler exactement. S'il y avait des organisations autogérées de femmes et de travailleurs sur le territoire des colonies, en fait, du coup avant les guerres d'indépendance, qui sont auto-organisées aussi pour des questions du coup de protection sociale. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair ma question, mais en gros c'est ça. Y a-t-il une ou d'autres questions? Oui, bonjour. C'est vrai qu'on associe l'État social à la construction républicaine. Et vous avez tous les deux cité d'abord le Second Empire et l'État français de 40 à 45, à 44, comme des étapes vraiment essentielles dans la construction de l'État social. Est-ce que vous pourrez revenir sur ces deux périodes-ci, donc Second Empire et État français? Vous souhaitez que je revienne à la tribune ou on prend une dernière question? Nicolas, Bernard? Regardez comme c'est des bons élèves, hein. Je vous dis travailleurs. Nicolas, comme auteur, en tout cas, on a eu la chance de l'avoir à la fabrique, impeccable. Je reviens à la tribune ou j'en prends une dernière? Bonjour, oui, éventuellement par rapport à la sécurité sociale de l'alimentation, dont Bernard Friot me semble un peu parler, je me demandais simplement si les réglementations européennes et le rapport quasiment de salariat qu'ont les agriculteurs vis-à-vis de leurs revenus, ça pouvait poser problème par rapport à la sécurité de l'alimentation. Et voilà, par rapport aux réglementations européennes, quel genre d'interaction? Merci. Dernier tour de piste. Moi, ça rejoint un peu cette question aussi. Le régime général a été mis en place à un moment où la construction européenne n'avait pas émis tant de règles sur la compétition. Et aujourd'hui, donc pour reprendre l'exemple d'une sécurité sociale de l'alimentation, dans quelle mesure, c'est plus une riposte du capital que j'évoque là, dans quelle mesure toutes ces règles édictées ne seraient pas édifiées devant toute tentative de création d'un marché, une sécurité sociale de l'alimentation, d'un marché communiste en marge du marché capitaliste. Moi c'est un peu les réflexions que j'ai en ce moment sur la sécurité sociale de l'alimentation. Comment ça se fait, j'ai peut-être pas très bien compris, mais comment ça se fait que les ancêtres des mutuelles, donc, si j'ai bien compris, les sociétés de secours mutuelles, soient devenues des objets, enfin des organisations aussi capitalistes aujourd'hui? Comment ça se fait? Alors qu'à la base, ça avait l'air plutôt auto-organisé, assez proche de ce qui a été fait en 1946, comment ça se fait que ce soit devenu aussi capitaliste? Dernier tour, question? Merci beaucoup. J'ai l'impression, en fait, il y a une espèce de jeu de... Si je comprends bien un peu l'histoire, c'est un peu un jeu de subversion. En fait, chaque camp se subvertit. Le camp communiste va subvertir des institutions capitalistes comme
les caisses de sécurité sociale organisées, gérées par les patrons pour reprendre le pouvoir politique et le subvertir. Et puis par exemple, l'État social va subvertir les caisses de mutualité en institution capitaliste, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et quelles sont un peu les perspectives que nous, on aurait aujourd'hui pour subvertir de nouveau les institutions présentes et se le réapproprier. Voilà. Je redonne la parole à la tribune. Je vais faire écho à quelques-unes, pas à toutes, surtout que je suis incompétent sur un certain nombre. Et puis, quelques questions pourront être aussi l'objet de réponses de l'un et de l'autre, chacun un peu à sa façon. Mais à propos je les prends dans l'ordre où je les ai notés, quid pour une hospitalière désemparée, qui se demande même si ça vaut le coup de continuer dans le système hospitalier français. Alors, disons, j'ai deux réponses. Hein. Il y en a une qui est restée et retrouver le moment du premier confinement. Hein. Dans le premier confinement, les gestionnaires étaient complètement HS, hein, complètement débordés, et ce sont les professionnels qui ont repris le pouvoir hein, à l'hôpital. Et dès ce premier confinement fini, dès juillet 2020, on va dire, oui, ça c'est de mon âge, tout ça, dès juillet 2020, les Martin Hirsch et autres gaillards sont réapparus. Alors Martin Hirsch par un bouquin en plus, lui il a eu le temps de faire un bouquin lui, hein, au mois d'août. Au mois d'août 20, il sort un bouquin. Je ne sais plus quoi, le coassement du nénuphar, ou je ne sais plus quoi, enfin une connerie quelconque à la Martin Hirsch. Et où il se donne le beau rôle une fois de plus, hein, alors qu'ils ont été complètement dans les choux. Mais en juillet, c'est là qu'ils reviennent et qu'ils intimident toutes celles qui avaient relevé la tête. Ils les déplacent, ils les convoquent, ils les sanctionnent, ce qui montre que le lieu central de la lutte de classe, c'est le pouvoir sur le travail. Donc, que dire aux médecins hospitaliers, sinon que tant qu'ils ne s'organiseront pas collectivement, ça ne peut pas se faire à tout seul, ça, c'est pas possible, hein, mais tant qu'ils ne s'organiseront pas collectivement, et pas qu'eux, mais tout l'ensemble des soignants, tant que les soignants ne s'organiseront pas collectivement pour reprendre le pouvoir sur leur travail, pour réaffirmer la clinique contre les protocoles, pour en finir, etc., etc., c'est sûr qu'il y aura une forme de désespoir collectif. Alors, il y a une deuxième solution que j'ai rencontrée aussi, qui est l'exit, hein, c'est-à-dire des maisons médicales qui se construisent à partir de salariés qui deviennent libéraux, qui n'en peuvent plus de l'hôpital, qui n'en peuvent plus des EHPAD, et donc des infirmières, des médecins généralistes, spécialistes, des psychologues, etc., deviennent libéraux, récupèrent les actes de l'assurance maladie et les transforment en salaires qu'ils se partagent entre eux. Hein. Ils ne vivent pas de leurs actes, plus exactement, ils les partagent et il y a énormément d'expériences de ce genre, soutenues par ailleurs par toutes les collectivités locales qui essayent d'en finir avec les déserts médicaux, hein, et qui finalement accueillent volontiers ces dissidents de l'hôpital. Alors ce n'est pas encore une fois une solution généralisable parce que j'ai dit que l'hôpital soit assumé, mais c'est une porte de sortie possible, disons, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises pour des hospitaliers qui n'en peuvent plus d'obéir aux ordres de gestionnaires aussi incompétents que arc-boutés sur leurs calculs. Sur l'idée évoquée dans la deuxième intervention du fait que ce n'est pas sur une production préalable qu'ont été mises en place les hospitaliers dans les années 60, mais que c'est ces soins eux-mêmes qui ont généré la production correspondant aux salaires, aux investissements qui avaient été
qui ont été nécessaires. Là, je m'exprime au nom de Réseau Salariat, qui a été mentionné par Stella. Réseau Salariat qui a donc un stand ici avec des brochures. N'hésitez pas à aller voir ses camarades. Réseau Salariat, c'est un intellectuel collectif qui essaye de tirer tout ce qu'on peut tirer du déjà là, du statut des travailleurs, de la sécurité sociale, etc. Et il y a toute une réflexion actuellement engagée à Réseau Salariat sur qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avancer pour produire. Dans la production capitaliste, il y a une inversion incroyable qui dit que pour produire, il faut avancer du capital par des prêteurs qui créent de la monnaie à crédit ou qui ont accumulé des titres sur les marchés financiers. Et cette avance en capital va permettre à un investisseur, autre acteur capitaliste, qui hypostasie complètement la fonction d'investissement, en la séparant de la fonction de production, qui va donc acheter des matières premières, des consommations intermédiaires, construire des outils, etc., etc. Et puis arrivent les travailleurs qui, eux, sont un peu trop et inexistants comme producteurs, qui sont un coût, c'est un coût, le coût du travail. Et puis la théorie économique, la Bramboil-Neude, condensée à l'université, qui fera tout, bien sûr, pas Paris-Nord, mais ailleurs. Globalement ailleurs quand même, et qui pose le travail comme des utilités. Voilà, on définit le travail. Enfin, les cours de microéconomie de première année, c'est effrayant, c'est incroyable. En économie, on trouve des bons étudiants en première année, en quatrième, ils sont fin nuls, tellement ils ont été mais détruits par ce qu'on leur enseigne, qui est un scandale. Donc le travail comme des utilités, et les travailleurs donc comme des gens finalement pas très utiles. Et puis arrive ensuite le marché qui va sanctionner. Donc ça c'est les opérateurs de marché, troisième acteur capitaliste décisif, qui sont eux décisifs dans la production, le prêteur, l'investisseur, l'opérateur de marché. Et puis le produit vendu, ma foi, on va rembourser les prêteurs. Et puis tout à la fin, s'il en reste, ce sera les travailleurs qui toucheront un salaire qui sera un résultat. Le salaire, ça se mérite après un travail, c'est un résultat. Et on a été biberonné à cette idée du salaire résultat. Alors que quand on réfléchit 5 minutes en dehors de la religion capitaliste, évidemment que la seule avance nécessaire pour qu'il y ait production, c'est les salaires. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait des producteurs. L'investissement, ce n'est que des producteurs. Extraire des matières premières, concevoir des outils, produire de l'énergie, ça ne nécessite sûrement pas d'investisseurs, exclusivement des travailleurs. Quand on dit qu'il faut répartir la production entre salaire et investissement, c'est absurde. L'investissement, c'est un maquillage de quelque chose qui, pour mettre en avant un investisseur, de quelque chose qui n'est que du travail. Et donc si on veut produire quelque chose, y compris de la santé, enfin du soin, on ne produit pas de santé, mais si on veut produire du soin, évidemment, il ne faut que, y compris pour l'investissement, ce qu'on appelle l'investissement, il ne faut que des travailleurs, et donc il ne faut que des salaires. Et ce qui est très intéressant précisément dans ce qui se passe dans les années 60, c'est que, comme le rappelait Nicolas, dans les années 50, l'assurance maladie, c'est rien. Il y a extrêmement peu d'hôpitaux publics, en tout cas à haute technicité, puisque c'est des lieux pour les insolvables, jusque dans les années 40. Les médecins, les soignants libéraux ne sont pas conventionnés, donc il n'y a pratiquement rien. Vous allez avoir dans les années 60 une création mais phénoménale d'une production de soins, mais qui se fait à partir d'une hausse des salaires. C'est la hausse des salaires des années 60 qui est une hausse importante et qui n'est pas d'abord en salaire direct. Il y a une hausse du salaire direct, mais l'essentiel, c'est une hausse du taux de cotisation qui va faire en sorte que l'assurance maladie soit dotée de sommes qui vont lui permettre d'avancer, la seule avance nécessaire, les salaires. Et les investissements vont être produits par subvention, sans aucun crédit. Donc, effectivement, nous avons su produire
et dans des conditions qui fait qu'on a été premier dans les comparaisons internationales pendant des décennies, nous avons su produire du soin. Alors, il y a des choses à revoir dans ce qu'on a fait, bien sûr, mais sur un mode communiste, de fait, qui a des travailleurs à la qualification, ça a payé la qualification personnelle parce qu'ils sont fonctionnaires, qui a des travailleurs indépendants qui sont libérés de la logique du marché parce que leurs organisations négocient une nomenclature d'actes et des tarifs, on a un marché négocié, et puis des investissements qui sont subventionnés. On a su faire ça pour 10% du PIB, on saura le faire pour le reste, bien sûr. Hein. Mais l'idée, hein, et qui est tout à fait à voir avec le fait que les retraités, hein, est-ce qu'ils ont droit au salaire ou est-ce qu'ils ont droit au différé de leur cotisation qui correspondent à leur travail d'avant. Hein. L'idée qu'il faut qu'il y ait une production avant pour financer ce qui vient après, pas du tout. Pas du tout. Et la seule avance nécessaire, encore une fois, c'est les salaires. Sur SSA et PAC, toujours réseau salarial encore, hein, comme intellectuel collectif qui réfléchit sur la SSA. Oui, sécurité sociale de l'alimentation, pardon, et politique agricole commune, donc les questions de l'Union européenne. Je ne parle pas des règles européennes, je parle de la PAC. La PAC en tant que telle. Alors dire que du coup ça fait des agriculteurs des salariés, non, mais de fait, l'essentiel des ressources des agriculteurs aujourd'hui ne vient pas du chiffre d'affaires de leur vente, hein, mais vient de la politique agricole commune. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer hein, pour sortir de la logique marchande ces travailleurs et effectivement créer une sécurité sociale de l'alimentation qui les paye à la qualification personnelle, comme le sont les soignants, eux-mêmes reversant le chiffre d'affaires de leur vente à la caisse de sécurité sociale de l'alimentation et ne se payant pas sur leurs bénéfices, mais étant payés par la qualification dont ils sont porteurs. Tout ça, bien sûr, a une anticipation, en quelque sorte, dans le fait que ce n'est pas du tout leur chiffre d'affaires qui décide aujourd'hui, enfin leurs bénéfices, qui décide des revenus des agriculteurs. C'est pinesse. Hein. Le bénéfice des agriculteurs, c'est à peine le SMIC. Hein. C'est ce qu'ils gagnent en plus, c'est éventuellement en plus, c'est la PAC, hein, qui est pour l'essentiel. Comment est-ce que les sociétés de secours mutuels sont devenues les mutuelles que nous connaissons aujourd'hui? Là, je vous renvoie aux travaux de Gaël Coron, qui a beaucoup travaillé le devenir de la mutualité à partir du code de la réforme du code de 1985. Hein. L'Union européenne impose aux organismes de sécurité sociale de choisir entre le premier et le second pilier. Le premier pilier, c'est le monopole qui ne relève pas de la concurrence. Et le deuxième pilier, l'organisme est une entreprise qui est soumise à la concurrence sur le marché européen. Or, la mutualité, dans sa haine du régime général de sécurité sociale, qui relève, lui, d'un monopole, a choisi le second pilier. Mais choisissant le second pilier, elle a choisi la logique financière, bien sûr. C'est un choix délibéré, et c'est un choix encouragé par le patronat, parce que où en sommes-nous aujourd'hui, depuis que Lionel Jospin, funeste Premier ministre de la gauche plurielle, c'est un des gouvernements les plus épouvantables qu'on ait eu au cours de la Ve République, dans ce que j'étudie moi, hein, je sais pas quoi, la prime d'activité à la place de la hausse du SMIC, les régimes complémentaires à la place du régime de sécurité sociale, les exonérations de cotisations patronales sous prétexte des 35 heures, enfin, etc., etc. Bien. En supprimant la cotisation salariée à l'assurance maladie en 1997, Jospin la remplace par la CMU. Et c'est là qu'on voit une CMU qui devient très importante, qui n'avait été créée que pour, disons, 1 point pour les allocations familiales par regard en 89 ou 90. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben oui, ben la CMU, c'est une autre saloperie de Jospin, oui c'est vrai, mais j'ai oublié, oui d'accord. La CSG, donc, un point sous Rocard, 1 point de plus avec Simone Veil pour le Fonds de solidarité vieillesse, et puis 4 points ou davantage avec Jospin, qui supprime les cotisations salariées.
au nom de ce qui va devenir ensuite une distinction entre des besoins universels qui relèvent d'un panier de soins et qu'il faut financer par l'impôt. Il n'y a aucune raison que ce soit le travail qui finance l'universel. Et donc, il va y avoir un panier de soins financé par la CSG, impôt de solidarité. Et puis, en plus, alors, au-delà de ce panier de soins, si on veut des prestations qui n'ont pas le caractère d'absolue nécessité du panier de soins, alors ben là, ce sera du j'ai cotisé, j'ai droit. Nous rentrons dans la logique capitaliste. J'ai cotisé, j'ai droit. J'ai des droits à la mesure de ma contribution. C'est la distinction entre les besoins contributifs, les prestations contributives, non contributives, enfin toutes ces distinctions qui s'opèrent dans les années 90, que Yann Lelan a énormément analysé dans sa thèse. Et ce panier de soins, il a vocation à se rétrécir au fur et à mesure qu'on lui substitue le j'ai cotisé, j'ai droit, dont le vecteur, c'est la mutualité, bien sûr. La mutualité qui présente, depuis qu'elle est rendue obligatoire, elle était facultative jusqu'en 2016, mais elle est obligatoire depuis 2016, et donc elle va pouvoir maintenant se substituer à l'assurance maladie pour tout un tas de prestations qui jusqu'ici l'étaient par l'assurance maladie, mais qui va, elle, se concentrer sur la CSG et les prestations universelles. Et puis alors, il va falloir ensuite entrer dans la logique capitaliste du j'ai cotisé, j'ai droit. Là, encore une fois, la mutualité, c'est parce qu'elle est prétendument présentable, qu'elle n'aurait pas de logique financière, ce qui est entièrement faux. La mutualité embauche exactement les mêmes directeurs qu'AXA, etc. et obéit aux mêmes logiques. Là, en plus, étant sur le marché européen en compétition, elle a dû s'étendre incroyablement. Les toutes petites mutuelles ont disparu au bénéfice d'immenses empires financiers à l'échelle européenne qui obéissent totalement à une logique financière. Mais encore une fois, c'est parce que c'est l'instrument du patronat pour en finir avec le régime général, dont l'étatisation n'est pas suffisante. Il faut aussi que se substitue à la logique à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités, la logique du à chacun selon ses contributions. Voilà, pour les perspectives, on verra ça après, mais je te laisse quand même un peu de place. Merci. Merci de me laisser un peu de place, mais de toute façon, après, on peut rediscuter. On peut aller boire un verre et manger des frites, elles sont excellentes. Je voudrais commencer, même si tu en as un petit peu parlé, sur les jeunes médecins qui déchantent, parce que c'est important d'en parler. Alors la première réponse que j'aurai, qui est une réponse très très concrète, alors je ne sais pas s'il est encore là, mais j'ai croisé tout à l'heure un collègue médecin déjà installé, qui est au syndicat de la médecine générale, qui bosse en centre de santé, et je pense que lui, il aura plein de choses à dire aux jeunes collègues qui déchantent. Beaucoup plus pertinent que moi, j'imagine. Ça, c'est très pratique. Ensuite, peut-être d'un point de vue plus général, en fait, je veux dire, quand on rentre dans des organisations comme l'hôpital, éventuellement même en libéral, quand on ouvre un cabinet en généraliste, par exemple, mais aussi quand on a un poste à la fac, quand on rentre dans une administration, en fait, on est beaucoup à déchanter. Et il faut comprendre pourquoi on déchante, pour lutter sur la cause du désenchantement. Et c'est ce que Bernard a dit un petit peu, c'est ce que j'ai essayé de dire, et je vais essayer de le redire autrement. En fait, on déchante. Pourquoi? Parce que dans notre travail, alors évidemment, on n'a pas les moyens, alors qu'on pourrait les avoir, ça j'y reviendrai après, mais surtout, on n'a pas de maîtrise sur notre travail. On ne décide pas de notre travail. Et ça a beaucoup à voir avec le cœur même de l'État social. C'est un peu une thèse forte que je défends dans le bouquin. C'est l'idée de dire que traditionnellement, dans les sciences sociales, on nous dit, et c'est alors pour les médecins, mais pour tous les soignants, à la fac, partout, on nous dit, oui, avec le néolibéralisme, s'est imposé le nouveau management public. Qu'est-ce que c'est que le nouveau management public? C'est l'État qui se méfie de ses fonctionnaires, alors qu'avant, il trouvait qu'ils étaient formidables, et donc qui va mettre en place des modes de contrôle du travail. Alors, dans la santé,
Ça a plein de noms de code, hein. Ça s'appelle la T2A, ça s'appelle la rémunération sur objectif de santé publique, ça va être les grilles Agir, ça va être tout un tas d'indicateurs de productivité, des normes, des protocoles. Et en fait, ça, on le vit dans plein de boîtes, hein, même privées. Hein. La volonté, la détermination des gens qui dirigent, des classes dirigeantes, de se poser en employeur qui décide de comment doit être fait le travail. Ce n'est pas spécifique aux employeurs capitalistes, hein. L'État fait ça. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau au sens où avant l'État était bon, l'État social était bon et maintenant il est moins bon. C'est que ce qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle, il va y avoir une massification du nombre de fonctionnaires, avec un statut dont la plupart des élites dirigeantes ne veulent pas. Et là, je renvoie évidemment au travail de Bernard. Les élites dirigeantes ne veulent pas d'un statut où, en fait, les personnes ont les conditions matérielles pour décider elles-mêmes de leur travail et d'envoyer paître les hiérarchies. Et donc, finalement, l'État social, au cours du XXe, se retrouve avec des masses de plus en plus importantes de fonctionnaires. Et le problème, c'est qu'ils sont indisciplinés à son goût. Ils sont indociles. Les gens, les médecins, dans les hôpitaux, les travailleurs des hôpitaux, en fait, ils sont indociles parce qu'on n'a pas moyen de faire pression sur eux. Et c'est pour ça qu'on va inventer, que l'État social va inventer tout un tas de stratégies pour avoir le contrôle sur eux. Les profs à la fac, c'est super chiant parce que ça travaille sur ce que ça veut et des fois, ça travaille sur des trucs un peu critiques. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre tout le poids que l'on peut sur les carrières, de façon à ce que les chercheurs cherchent bien, c'est-à-dire pas dans des directions qui peuvent être nuisibles à l'ordre social. Il se passe la même chose en santé, parce que l'enjeu de l'État social, c'est de contrôler la production publique de soins. Et donc ce qu'il faut, à mon avis, pour réenchanter le travail, si je peux utiliser cette expression, ce qu'il faut, c'est remettre en cause toutes ces évolutions, reprendre le contrôle sur le travail. Et ça, évidemment, ça peut se faire que collectivement. Donc en luttant contre les progressions de carrière qui sont liées à des indicateurs de performance, à de la loyauté vis-à-vis des chefs, en luttant contre la précarité. Parce que c'est ça qui libère beaucoup le travail. Un autre aspect qui me permet de passer à une autre question du désenchantement, c'est le fait qu'effectivement, le système de santé n'est pas dans un bon état. Il n'est pas dans un bon état parce qu'il souffre de désinvestissement massif depuis qu'on n'augmente plus le taux de cotisation sociale. Et je disais que ça me permet de partir sur une autre question, parce que tout à l'heure m'a été posé la question de savoir, oui, c'est bien de dire que le trou de la Sécu, ça n'existe pas, mais il faut aller plus loin en disant que, de toute façon, puisque les soignants travaillent, il n'y a pas besoin d'avance préalable. C'est vrai, mais évidemment, ce bouquin, je le fais aussi dans une perspective très grand public, et pour montrer et avoir en tête cette idée que, effectivement, si on fait peur aux gens toute la journée avec des déficits faramineux, en fait, tout ça ne tient pas la route. Et donc, c'est important quand même d'avoir, à mon avis, cette pédagogie, cette démonstration de dire que depuis le régime général 46, depuis que le régime général existe, on lui reproche d'être en permanence en déficit. Alors que ces déficits, soit ils n'existent pas, soit il est créé par l'État. Et ça, c'est dès le début. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on serait arrivé au bout d'un système. Pas du tout. Je vous ai parlé tout à l'heure du débat de 1949. Il fait suite à une campagne de presse absolument d'une violence inouïe des journaux, comme Le Figaro par exemple, qui dit quoi? Qui s'inquiète des déficits à la sécurité sociale et qui dit que quand même la sécurité sociale, c'est un monstre à 5 pattes qui dévore et allaite ses enfants. Et donc il faut quand même bien faire attention à ce qu'on fait avec la Sécu parce qu'il y a déjà des déficits. Et en fait, cette thématique des déficits, elle va suivre l'institution tout au long de sa vie. En fait, la sécurité sociale, pour le dire simplement, elle est au bord du gouffre depuis sa création. Évidemment, tout ça n'a pas de sens. Et en fait, on peut regarder très tranquillement, en observant les comptes de la Sécu, qu'à chaque fois, soit la Sécu, elle va bien, soit elle va mal, mais c'est justement à cause des crises du capitalisme. L'exemple, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'exemple c'est de 2009, c'est extraordinaire, 2008-2009. 2008, le déficit est de un peu moins de 10 milliards. 2009, le déficit est de 20 milliards du régime général de sécurité sociale. Qu'est-ce qui s'est passé pour doubler le déficit d'une année sur l'autre? Les gens n'ont pas été plus malades.
Il n'y a pas eu une masse de vieux qui sont partis à la retraite. Il n'y a pas eu des fraudes scandaleuses à la carte vitale. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2008? Il y a eu une crise qui vient des marchés immobiliers et financiers états-uniens qui s'est propagée partout et donc qui a causé une réduction de l'activité en France, réduction de l'activité, réduction des cotisations et donc déficit. Et en fait, on devrait dire, mais tant mieux qu'il y ait eu un déficit, un doublement du déficit cette année-là. Et pourquoi tant mieux? Tout simplement parce que ça veut dire que quand on a eu besoin de poursuivre la production, quand on a eu besoin de poursuivre les activités de la sécurité sociale, il a été possible de le faire. Heureusement. Sans sécurité sociale, que se serait-il passé? Ça aurait été bien pire. Donc, vraiment, l'idée, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, puisque je suis d'accord aussi avec Bernard, de défendre l'idée que la production de soins, elle doit être financée, il n'y a pas d'enjeu de savoir s'il y a du déficit ou pas, mais c'est aussi important de démythifier cette idée qu'on nous rabâche tout le temps. Là, la réforme des retraites, c'est la même chose, il y a du déficit. Il faut faire attention pour les générations futures, parce qu'à chaque fois qu'il y a des réformes de la Sécu qui détruisent la Sécu, c'est pour la sauver, hein, et parce que c'est pour les générations futures. Donc je pense que c'est quand même très, très important. Et pourquoi c'est important aussi par rapport au désenchantement? Parce que j'essaie de garder le fil. En fait, dans le bouquin, j'essaie de dire une chose, c'est de dire que l'enjeu majeur autour de la Sécu, la bataille de la Sécu, c'est d'abord un enjeu de pouvoir, pas un enjeu financier. Pourquoi? Parce que, en réalité, dans la sécurité sociale, on pourrait faire tellement mieux en restant uniquement avec les comptes et les finances qu'on a aujourd'hui. Parce que des gabegies, il y en a énormément. Pourquoi? Mais parce que l'État social fait alliance avec le capital ou fait alliance avec les mutuelles et laisse perdurer des situations qui sont inacceptables. Enfin, qui sont inacceptables. Moi, je vous laisse juge. Mais, par exemple, les complémentaires santé, mutualistes, mais aussi les autres. Chaque année, on pourrait faire l'économie de plus de 5 milliards d'euros en généralisant le régime général au détriment des complémentaires santé. Parce que la Sécu, ça marche mieux, et ça marche d'autant mieux si c'est en monopole. 5 milliards par an. 5 milliards, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est difficile de se représenter. 5 milliards, eh bien, ça veut dire qu'en 2 ans, on a l'équivalent des investissements du Ségur de la santé. Le fameux plan massif de l'hôpital de Macron. Donc on peut se payer un Ségur. Le Ségur, en plus, il est prévu sur 10 ans. Hein. Les dépenses sont ventilées sur 10 ans. Le Ségur de la santé, vous vous rappelez, c'est ce fameux plan massif qui était censé être donné aux soignants après avoir extrêmement méritant et sauvé le gouvernement, beaucoup, l'État en particulier. Le Ségur de la santé, c'était 8 milliards de salaires, donc ça on le met de côté, c'est récurrent, mais c'est aussi 13 milliards, non pas d'investissement, mais de reprise de la dette. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais bon, on se passe des complémentaires et on peut se payer un Ségur tous les 2 ans, au lieu d'en avoir un sur 10 ans. Pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas pour des raisons économiques, mais politiques. Parce que l'État social ne veut pas. L'État social s'accommode très bien des assureurs à but lucratif. Il s'accommode très bien des instituts de prévoyance. Il s'accommode très bien de la mutualité, puisqu'il y a des liens qui sont très puissants entre toute une partie des élites politiques et ces institutions-là. Aujourd'hui, pour prendre un autre exemple, et c'est ce que j'essaie de faire dans le bouquin sur la situation contemporaine, prendre un autre exemple sur l'argent qu'on pourrait récupérer comme ça, de façon très naïve, sur la sécurité sociale. Eh bien, c'est l'argent qui est gaspillé sur les marchés financiers à cause de la CADES, qui est un mécanisme de refinancement de la sécurité sociale. Quand on décide de ne pas donner de cotisation en plus à la Sécu, il y a des déficits. S'il y a des déficits, il faut les rembourser. Et pour les rembourser, l'État oblige à la Sécu d'aller chercher l'argent sur les marchés financiers. Il y a des collègues qui ont coûté combien, ce que ça nous coûte, mais ça nous coûte des dizaines de milliards depuis 1995. C'est pour ça que l'enjeu majeur, à mon avis, c'est pas un enjeu d'argent. D'ailleurs, l'enjeu majeur en 1945, ce n'était pas un enjeu d'argent, c'était un enjeu de pouvoir. C'est parce que c'est en ayant le pouvoir qu'on va pouvoir mettre terme à des situations qui sont inacceptables. Et donc, désenchanter le travail des uns et des autres. Alors, en disant ça, évidemment, j'ai été un peu long, je m'excuse, mais je pense que j'ai balayé quand même pas mal de questions. Sur la construction européenne, est-ce que finalement la construction européenne, c'est pas une arme pour lutter contre nos luttes? Je vais un peu vite, mais c'est ça. Mais évidemment. Et puis dès le début,
Je parlais du débat de 49, il est incroyable. Allez sur Gallica, c'est un site internet où il y a toutes les archives des débats. Essayez de le trouver, ce débat, écrivez-moi, je vous donnerai la référence. Mais c'est incroyable. Vous voyez des députés qui sont déjà en train de dire, oui, mais vous qui voulez la construction européenne, c'est un député, disons, de centre-droit qui parle à un député SFIO. Oui, vous qui voulez la construction européenne, comment vont faire nos entreprises quand elles seront en concurrence avec les autres entreprises européennes? Bon, qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que nos élites politiques, nos classes dirigeantes, elles sont extrêmement bien informées de ce qui se passe, de comment ça marche. Ils ne sont pas bêtes. Moi je ne suis pas du tout partisan de cette idée sur laquelle nos classes dirigeantes sont bêtes. Et au contraire, l'un des enjeux de la construction européenne, c'est bien de faire ce marché commun, qui est une formidable machine à remettre en cause des conquêtes populaires. Et pourtant, ils le font, le marché commun, et ça n'empêche pas le régime général de continuer sa progression. Donc évidemment qu'il y a des forces sociales en face qui vont lutter contre toutes les propositions alternatives. C'est évident. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser en face. Peut-être... Second Empire, État français. Ah oui, le Second Empire et l'État français, et la République. Le sens de la question, c'était de dire quelle analyse on peut avoir de ces choses-là. Moi, j'ai une analyse qui concerne déjà mon champ, donc évidemment, je ne vais pas donner un jugement général sur l'Empire, la République et bien sûr l'État. Mais concernant mon champ, en fait, et d'un point de vue purement de ce qui se passe historiquement, pas d'un point de vue théorique, parce qu'il y a plein de théories de la République, de l'État, etc., eh bien, à ces moments-là, l'État, qu'il soit républicain ou du Second Empire, c'est pas un allié des classes dominées. Le 19e siècle, c'est le siècle des misérables, pour reprendre le mot d'Hugo, et c'est pas plus le Second Empire que la Troisième République qui va mettre en place des politiques sociales qui sont des politiques sociales de progrès. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure du décret de 1852 sur les mutuelles, et ça va me permettre de répondre peut-être aussi à une autre question. En fait, ce décret de 1852, c'est un décret de l'Empire, mais les classes populaires, elles disent on va autoriser les mutuelles, parce que les mutuelles, à cette époque-là, c'est un lieu de socialisation important, de démocratisation et d'organisation de la lutte. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ils disent déjà, il y a déjà des débats, je vous invite à lire Bernard Gibault, qui est l'un des grands spécialistes des questions de mutuelles, de l'histoire de la mutualité et des assurances, et qui explique très bien par le menu comment déjà la Deuxième République se dit oui, on va autoriser les mutuelles, mais il faut quand même qu'on puisse garder le pouvoir politique sur les mutualistes. Et est-ce que ça ne doit pas être le président de la République qui nomme les directeurs de mutualité? En fait, il va se passer la même chose sous l'Empire, sauf que ça va être l'empereur. Alors évidemment, ce n'est pas l'empereur directement, il y a tout un tas d'institutions entre l'empereur et les mutuelles, mais c'est ça l'idée. Parce que, et ça me donne l'occasion de dire quelque chose, ce livre, j'essaie de m'inscrire aussi dans la discussion, le débat, que je ne cherche pas du tout à clore, pas du tout, mais entre démocratie et représentation. C'est-à-dire le débat de fait de savoir comment est-ce qu'on organise le politique. Et est-ce qu'on organise le politique par des systèmes représentatifs où on confie à des experts ou à des politiciens la conception et l'application des politiques? Ou est-ce que, et donc c'est une question qui se pose dès les événements révolutionnaires de 1789, est-ce qu'on accepte ce que c'est que la démocratie, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par les intéressés directement? De mon point de vue, le régime général, les premières sociétés de secours mutuels, ce qui se passe sous la commune, ça relève de la démocratie. L'État social, c'est le régime représentatif. C'est-à-dire, on va déléguer à des experts, des gens qui en plus, il ne s'agit pas de les critiquer en tant que tels, mais c'est des gens qui sont dans l'État social, qui sont des cadres, des experts, des hauts diplômés, et qui vont mettre en place une politique sociale pour tous les autres, avec une capacité de les remettre en cause pour la population qui est assez faible finalement. Et d'ailleurs, l'État va se doter de tout un tas d'institutions qui vont être chargées de définir et d'appliquer les politiques sociales en dehors de toute forme de démocratie possible, parce qu'on nous parle beaucoup de démocratie sanitaire, mais par les associations de patients, les patients eux-mêmes, on ne leur demande jamais, par exemple, s'il faut dérembourser les rendez-vous non programmés. Là, c'est l'une
comment dire, les rendez-vous auxquels les patients ne vont pas. Vous savez, là, le mouvement de médecins là, libéraux qui est en grève, il dit qu'il faut faire payer aux patients et à la Sécu lorsqu'ils ne viennent pas au rendez-vous qu'ils ont programmé. Alors, les patients, on ne leur demande jamais leur avis, on ne sait même pas pourquoi. Alors évidemment, il peut y avoir une justification du point de vue des médecins, mais est-ce qu'on s'est interrogé de savoir pourquoi les patients ne vont pas au rendez-vous? En fait, on se rend compte il y a quelques recherches, je ne sais pas si elles font le tour de la question, mais qui montrent qu'en fait, les personnes qui manquent les rendez-vous, beaucoup, elles les manquent parce qu'elles sont dans des situations de précarité importantes, parce qu'elles ont d'autres rendez-vous, par exemple à la préfecture, et qu'il faut ordonner les temps qu'ils ont. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, évidemment, l'État, qu'il soit républicain ou du Second Empire, a toujours eu, dans les domaines qui m'intéressent, une forme de révulsion pour des formes démocratiques. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être des questions auxquelles je n'ai pas répondu, on pourra en reparler tout à l'heure. Sur quelles perspectives aujourd'hui? Faut quand même, c'est les perspectives aujourd'hui. Les perspectives aujourd'hui, une proposition qui est aussi en discussion, un réseau salariat. Le confinement a montré combien les premières de corvée, cette très belle réponse aux premiers de cordée Macron, combien les premiers de cordée étaient inutiles et combien les premières de corvée, elles, sont absolument fondamentales et fort mal payées. Donc il y a une espèce d'accord, enfin, pour l'augmentation de 500 € du SMIC, passer de 1300 à 1800 €, on va dire, net. Je ne dis pas que c'est un accord majoritaire, mais enfin c'est maintenant quelque chose qui est très bien perçu. On pourrait imaginer, en s'inspirant de la fécondité de ce qui s'est fait dans les années 60 sur la sécurité sociale du soin, on pourrait imaginer que ces 500 € soient en monnaie marquée, comme on dit. La monnaie marquée, c'est une monnaie qui n'est pas utilisable de manière universelle, qui est utilisable auprès de professionnels conventionnés. La cotisation de l'assurance maladie, elle génère une carte vitale, et cette carte vitale, c'est de la monnaie. On paye des prestations et des établissements de soins, mais c'est de la monnaie qui n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés, ce qui est un outil formidable pour faire bouger une production, que de solvabiliser l'accès à des professionnels conventionnés, selon les critères de conventionnement qu'on va choisir justement pour sortir d'une production capitaliste et soutenir des productions non capitalistes. Pour que ce dispositif qui ferait que les titulaires du SMIC toucheraient encore 1300 balles sur le compte postal, mais plus 500 balles sur leur carte vitale, pour que ce ne soit pas un dispositif pour pauvres, parce que consacré, enfin, ne concernant que les salariés les plus faibles, on pourrait imaginer donc que tous les salaires, toutes les pensions contiennent 500 € de monnaie marquée en leur sein, soit par une hausse des pensions les plus faibles, hausse du SMIC, etc., soit par une conversion, mettons un salaire de 3 500 € ou une pension de 3 500 €, 3 000 seulement iraient sur le compte postal ou bancaire de l'intéressé et 3 500 iraient sur la carte vitale. Et 500, pardon, iraient sur la carte vitale. Et puis, entre 1800 qui deviendrait le salaire minimum, et 3 000 €, mettons, les 500 € seraient un mixte de hausse du salaire et de conversion du salaire en monnaie marquée. De sorte que donc toutes les pensions, tous les salaires contiendraient 500 € de monnaie marquée, ce qui double pratiquement les sommes qui vont au régime général actuellement. Et donc nous aurions là quelque chose qui pourrait à la fois relancer la sécurité sociale du soin, mais aussi créer une sécurité sociale de l'alimentation, une sécurité sociale du transport de proximité, une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale de la culture, enfin, tous des besoins de première nécessité
qui pourrait être assumé partiellement en sécurité sociale. Sur ce modèle-là, étant entendu que on ne conventionnerait évidemment que des professionnels non capitalistes, des professionnels qui ne font pas appel au marché des capitaux, etc., etc., etc. Ce qui était le cas dans les années 60, où l'industrie pharmaceutique était encore publique, elle n'était pas privatisée comme elle l'a été par la suite, ou au même moment. Enfin, les cliniques n'avaient pas encore le poids qu'elles ont aujourd'hui. À l'époque, l'assurance maladie n'était pas une vache à lait du capital comme elle l'est aujourd'hui. Et il n'y avait pas la CADES, où effectivement, enfin, la CADES, c'est spectaculaire. 80 milliards amortis avec 40 milliards de taux d'intérêt. Enfin, c'est quelque chose de... Enfin, une performance. Il faut vraiment être... Et donc les cotisations à la sécurité sociale servent à alimenter les taux d'intérêt invraisemblables que paye la CADES, qui est vraiment, du point de vue populaire, un accident historique, enfin, c'est bien sûr. Donc nous pouvons mettre en sécurité sociale produire sur un mode non capitaliste énormément de choses dès lors que nous augmentons les salaires et nous les payons en partie en monnaie marquée, c'est-à-dire sur lequel on a sur lequel des caisses, mais des caisses cette fois-ci complètement démocratiques, par le régime général étatisé, bien sûr, mais des caisses à l'échelle territoriale adéquate, avec les professionnels, mais aussi les usagers. On a bien vu en matière de sida combien la présence des usagers est fondamentale pour une démocratie du soin. On ne peut pas confier le soin uniquement aux professionnels, il faut que les usagers aussi participent de la délibération, mais dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. Donc nous pouvons, en multipliant ces lieux de délibération à l'échelle adéquate, redonner vie à cette auto-organisation des travailleurs en utilisant une monnaie marquée. C'est tout à fait possible. Merci les garçons.